Seicheprey ne s'est pas trop fait remarquer au cours des siècles passés, si ce n'est par son nom laissant entendre qu'ici, les prés séchaient peut-être plus vite qu'ailleurs, dans cette plaine au Havre, aux terres lourdes et humides. Une image de carte postale, un paysage rural, la France tranquille. Mais souvenez-vous de ce que disait le poète. Il faudra bien qu'un jour il y ait la guerre. C'est le destin. Alors c'est arrivé. La Grande Guerre de 14-18 va donner à ce lieu une toute autre dimension. Après la bataille des frontières, celle de la Trouée de Charmes, après celle du Grand Couronné, en septembre 1914, la plaine de Wavre est envahie. De violents combats se déroulent sur le secteur de Flirey et Limay. Les Allemands ont pénétré profondément les lignes françaises, et les Français tentent donc de reprendre le terrain perdu au prix de véritables hécatombes, comme devant Mamet et Lironville. Les Allemands, durement touchés, eux aussi reculent pour trouver des positions moins exposées. Le front se stabilise sur ce secteur, sur les hauteurs. Enfin, les Allemands sur les hauteurs, les Français, souvent deux fois, juste en dessous. La branche sud de ce qui deviendra le saillant de Saint-Mihiel est créée. En gros, la ligne de front part de Pont-à-Mousson en direction de la Meuse. Flirey, Beaumont, Seicheprey, Rambucourt, Xivray, Bouconville sont aux mains des Français. Et c'est Saint-Baussan, Laéville, Richecourt aux mains des Allemands. Les villages ont beaucoup souffert et sont particulièrement touchés. C'est à ce moment que le 286e RI, un régiment de la Haute-Loire, en garnison au Puy, arrive sur le secteur. À eux de contrôler cet espace entre Saint-Baussan et Seicheprey, où les tranchées allemandes et françaises sont très proches l'une de l'autre. Sauf que ces dernières, les françaises, elles sont rudimentaires, faites à la hâte, ce qui oblige les hommes à les remettre en état tous les jours. Oui, tous les jours. Et elles se remplissent perpétuellement d'eau, faisant écrouler les parois, fabriquant ainsi une boue gluante dans laquelle les soldats pataugent. Les mains, les vêtements, les armes, tout est couvert de boue. La mission des hommes consiste seulement à tenir sous les bombardements, les deux pieds dans la boue, en espérant une hypothétique percée, un jour, quelque part sur le front. Alors, de temps en temps, des ordres arrivent. « Demain, on attaque !» C'est ainsi que l'automne se passe sur le front. Arrive le 12 décembre. Comme il est évident que cette attaque coûtera très cher, chacun prend ses dispositions dernières. Dépôt d'argent à l'officier, testament, lettre d'adieu, visite à l'aumônier. 14 heures. Tout le régiment se porte en avant. La réplique en face est timide. Les hommes franchissent la première ligne allemande et ne trouvent pratiquement personne. Certains arrivent même à la deuxième ligne. On est presque prêt à crier « Victoire !» Le Boche a fui. Et tout à coup, l'artillerie allemande tonne et fait 2 barrages de flanquement à droite, à gauche et puis aussi derrière. Un mur d'acier infranchissable coupant la retraite ou l'arrivée de renforts. Les Allemands ripostent alors et jaillissent de nulle part. Des mitrailleuses placées latéralement trucident nos poilus qui ne peuvent riposter. Oui, vous avez bien entendu, ils ne ripostent pas, car les fusils ne marchent pas. C'est ça, ils ne marchent pas, car la boue les a enrayés. Un vrai massacre.
Peu en réchappent. Le bilan de la journée, 1 millier de morts. 2 lignes dans le rapport. Pareil dans l'historique. Il n'y aura pas de bataille de Seicheprey. Pas de combat, même pas d'affaires. Ben oui, ça n'a duré qu'un après-midi. Il n'y a que dans la Haute-Loire qu'on s'en souvient. Encore. Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Nous entrons dans la 4e année de guerre. Les troupes sont lasses, épuisées, laminées. La machine infernale broie et avale toujours de plus en plus d'hommes. Entre 1914 et 1918, les Allemands ont renforcé leur position en bétonnant à tout va. De leur côté, les Français ont multiplié leur réseau de tranchées. Ainsi, les deux armées se neutralisent, les assauts d'importance laissant place à la guerre des mines et au grignotage de terrain. Pour nous y retrouver sur ces terrains bouleversés, nous avons fait appel à Philippe, passionné, collectionneur et spécialiste du terrain. Ils ont choisi un secteur pour aller voir les nouveaux occupants des tranchées, quoi, qui étaient les Américains. D'accord. Là, dans le creux, nous avons Seicheprey, qui était dans l'axe du centre, donc du centre de l'offensive, et après on avait l'aile droite. Au fond, nous avons l'observatoire du Mont-Sec et les côtes de Meuse plus loin avec les épages Verdun. Bon, ici, à l'est, nous trouvons le bois de Remière. Et le bois de Remière est l'aile gauche du coup de main allemand du 20-21 avril. L'apport des troupes américaines débarquées en France en 1917 commence à être un vrai plus pour le côté des forces alliées. Porté par l'espoir que ce renfort sera un tournant du conflit, on se met à lancer des coups de main de plus grande importance. Sur ce front du saillant de Saint-Miel, la première confrontation d'importance entre les forces allemandes et américaines aura lieu le 20 avril 1918. Donc le matin, les troupes d'assaut s'élancent. Les 3 bataillons d'assaut allemands étaient des troupes d'élite sélectionnées pour des missions bien spéciales comme celle-ci. Des coups de main, du renseignement, de prise de prisonniers. Et en face, ils avaient les jeunes de la 26e division d'infanterie américaine qui après quelques mois d'entraînement en Sud-Meuse, était en position et avait relevé la 1re division d'infanterie américaine. 3 bataillons, dont un sur l'aile gauche, un sur l'aile gauche, un sur l'aile droite et un au centre. Et celui du centre, comme j'ai dit, avait l'axe de progression du village. Alors le choc, c'est être brutal, c'est-à-dire qu'il y a une préparation d'artillerie limitée dans le temps, et juste derrière, vous avez les troupes d'assaut qui montent à l'assaut, et c'est la surprise. C'est la surprise des défenseurs, parce qu'ils ne peuvent pas se retourner. Ils sont à l'abri, quand les troupes d'assaut arrivent, ils sont encore dans les abris, ou sont morts, ou ils ne peuvent pas réagir. L'action a été préparée par un barrage d'artillerie qui a tiré plus de 2000 grenades à gaz. L'ennemi a été surpris, les premières lignes américaines dépassées, et contre toute espérance, la capture du village de Seicheprey a réussi. Les troupes allemandes ont pénétré profondément dans le système de défense américain-français.
Les contre-attaques américaines ont avorté. Les premières lignes, après une opération comme ça, elles sont à moitié détruites. Et le but, c'est de faire du renseignement. Et là, ce raid, c'était pas de gagner du terrain, c'était pas de conquérir les premières lignes américaines. C'était d'occasionner des dégâts, des pertes et prendre des prisonniers pour savoir qui était en face et puis tirer des renseignements quant à l'organisation américaine et française. Toute la journée du 20, de furieux combats se déroulèrent dans Seicheprey entre les survivants de cet assaut coupé de toute communication avec l'arrière et les Allemands qui finalement se retirèrent sur leur position d'origine à la nuit tombée. C'est pas prendre le village, c'était le village se trouvait dans le dispositif et ils l'ont traversé. Ils l'ont pris mais ils l'ont pas gardé. Après ils se sont repliés. À partir du 21 avril, la situation se renforçait du côté américain. Un bombardement massif d'artillerie du village le détruisit totalement. Le bilan de cette opération est contrasté. Victoire pour les uns qui voyaient l'adversaire reculer, victoire aussi pour les autres qui se disaient avoir réussi un joli coup en emmenant 187 prisonniers. Ces bilans, évidemment, contestés par les deux parties opposées. Vous savez, après, il y a les archives, il y a l'officiel, l'officieux, le personnel, les témoignages, tout. D'un côté, quand par exemple, il y a un côté qui perd, les autres, ils étaient 10 fois plus ce qu'ils étaient. C'était des méchants, ils ont égorgé, ils ont tué, ils ont étripé, tout ça. Puis quand la victoire change de côté, c'est pareil, quoi. Voilà, c'est de la propagande.